Donc voilà, aujourd'hui, on va commencer par voir les méthodes non paramétriques. Donc jusqu'à maintenant, on avait vu les méthodes paramétriques. Aujourd'hui, on va voir le penchant de l'autre côté, les versions qui ne sont pas paramétrées, justement. Peut-être avant de commencer, un peu un bref rappel, en fait, sur les méthodes paramétriques. Par méthode paramétrique, c'est un peu la base du machine learning, de l'apprentissage automatique. On se construit des modèles, donc dans les cas des modèles paramétriques ou probabilistes en particulier, en fait, on assume que les probabilités ou que les données, en fait, obéissent à des probabilités connues. Ils ont fait une forme, une distribution, une forme connue. Par exemple, les données se distribuent sur des formes gaussiennes, par exemple. Donc ça, on fait une assumption sur la forme. Les données ne viennent pas d'un hasard quelconque et proviennent, par exemple, d'une gaussienne. Et tout le but du jeu des méthodes paramétriques, c'est d'aller trouver c'est quoi la meilleure gaussienne qui expliquerait au mieux les données, la vraisemblance des données. Donc, tout le but qu'on avait vu dans le cours précédent, ou les deux cours précédents, en fait, c'était d'estimer les méthodes paramétriques à base de probabilité de forme connue ici. Donc, tout se basait à partir de la formule de la règle de Bayes ici. Donc, c'est un petit bref rappel. Et graphiquement, moi, ça me parle plus quand c'est graphique ici. Donc, on assumait, par exemple, qu'on avait des formes gaussiennes, par exemple. Ça aurait pu d'autres formes, mais c'est ce qu'on avait vu principalement. Quand on avait des méthodes discrètes, on assumait du Bernoulli, ce genre de choses. Mais toujours, on assumait que toutes les données provenaient d'une distribution avec une forme a priori connue. Donc ici, les données n'arrivaient pas du tout par hasard. Les données arrivaient par... voilà. Donc, par exemple, ici, les données qui étaient bleues, elles traînaient beaucoup autour de la moyenne -2. Donc, beaucoup arrivaient autour de ces valeurs-là, mais quelques-unes pouvaient arriver à des valeurs autour de -4, par exemple, ou autour de 0, ce genre de choses. Donc, ça, c'est qu'on assumait vraiment une forme de distribution connue ici. Donc, ici, gaussienne dans cet exemple-là. Une autre classe va obéir à une autre loi, aussi de forme connue, avec une moyenne ici qui est sensiblement différente. Puis, en traçant justement ces deux gaussiennes-là, on était capable de tracer une frontière ici. Donc, tout ce qui était ici à gauche ou à droite. Puis même quand on faisait nos mathématiques, on trouvait même qu'il n'y avait pas juste une seule frontière, mais il se passait quelque chose d'intéressant ici. La courbe rouge, elle passait même au-dessus de la courbe bleue qui faisait une deuxième frontière ici. Donc, il y avait la zone des C1 ici, des classes 1, des classes bleues. Puis le reste, c'était des classes rouges ici. Clair un peu pour les méthodes, le retour sur les méthodes paramétriques? Cool. Donc, on avait vu les deux derniers cours un peu sur des méthodes à une dimension. Donc, on est capable de dessiner une gaussienne, la fonction chapeau, là, la fonction la bell curve, la fonction cloche. On était le voir à une dimension ou à plusieurs dimensions. Il y a quelqu'un qui veut un peu. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on avait vu un peu dans les derniers cours. Donc, toute la grande question, c'était de comment essayer de modéliser, assumer des fonctions, des formes de ces fonctions-là. En fait. Comment est-ce qu'on va les modéliser? Donc, on peut avoir, par exemple, plusieurs données. Comme ici, on va avoir un exemple avec quelques données qui existent à C7, à 6, 6,1, 6,2, 7,3, ce genre de choses. Donc, ça, c'était les données, les features qu'on avait ici. Donc, ça, c'était un exemple qu'on pouvait avoir. Ça, c'est pas une question d'examen, par exemple, une question plus de base ici, mais ces données-là, si on les met sur un axe comme ça, ce sont des données à combien de dimensions? Une dimension. Exact. Si on a vraiment un axe à une dimension ici. On avait vu le cours précédent, c'était à plusieurs dimensions. Donc, on imagine que ces données-là vont être distribuées non plus sur un axe X, mais on va avoir un axe X2 ici, on va avoir la probabilité sur l'autre axe ici. Donc, les données peuvent se balader comme ça sur un plan. Ça va être en 2 dimensions. Et ainsi de suite, en 3 dimensions, on va avoir 3 dimensions dans ce genre-là. Donc là, l'axe des probabilités va être un peu plus pénible à dessiner, là, mais c'est le même principe à plusieurs dimensions. Ça complexifie un peu les choses. On avait vu, par exemple, dans les gaussiennes, le sigma, la déviation standard, ça devient carrément une matrice au complet. Ce genre de choses. Donc, ça implique un peu de changement dans les maths, mais c'est un peu le même principe. Donc, la dernière fois, si on avait des données qui traînaient un peu comme ça, on avait vu, si on a des données qui ressemblent à ça, on va essayer de mettre une gaussienne.
que là, est-ce que quelqu'un voit le problème avec des données qui sont distribuées exactement de cette façon? Quelques données qui traînent autour de 0 et 1, pas mal qui traînent autour de 7 et 6 et 7. Est-ce que quelqu'un verrait un problème à utiliser une gaussienne unique ici sur ces données-là? Une gaussienne unique? Une gaussienne unique, comme là on avait vu. Elle ne serait jamais centrée. Ça serait difficile de la centrer parce qu'il y a deux agglomérations. Exact, c'est ça en fait. Donc là, tu as tout à fait compris le problème qu'on avait vu dans les deux derniers cours en fait aussi. Donc c'était bien de façon pédagogique, sauf que dans la vraie vie, on va avoir des données qui ressemblent un peu à ce genre de choses. Puis si on veut absolument, on était dessus là, puis si on veut absolument mettre une gaussienne, on va trouver quelque chose normalement qui devrait ressembler à quelque chose qui va ressembler à ça. Donc il va essayer de mélanger donc la moyenne de tous ces points-là. Je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose qui va traîner autour de 3,9, 4, enfin, je ne suis pas un grand calculateur de mémoire de tête, mais donc on va avoir une moyenne qui va se retrouver ici un peu au milieu de toutes ces données, donc quelque chose d'erroné, donc c'est vraiment pas bon. Puis pire que ça aussi, cette gaussienne-là, elle va essayer d'encapsuler le maximum de personnes ici. Donc elle va essayer d'avoir une variance qui va essayer de capturer le maximum de données. Donc ça, ce n'est pas du tout représentatif vraiment des données, en fait. Donc ça peut être un peu embêtant. Donc, peut-être ce qui est plus intelligent, ce serait d'essayer d'avoir une distribution de forme. Donc là, on suppose qu'on ne connaît pas trop la distribution de forme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des données qui traînent ici. Mais on n'a aucune idée. On ne peut pas tellement assumer que cette forme de distribution, elle obéit à la loi gaussienne, par exemple, à la loi normale. On peut s'imaginer d'autres distributions, mais là, on commence un peu à on se restreint un peu dans l'expression des distributions qu'on peut faire. Donc, on peut imaginer quelque chose de forme totalement inconnue. Donc, ça, ce n'est pas réellement une distribution classique comme on pourrait le connaître. Donc, on assume quelque chose de complètement inconnu et on va laisser les données parler d'elles-mêmes. On va laisser les données essayer de formuler cette forme, cette espèce de forme de, je ne sais pas, ce n'est pas tellement un dromadaire non plus. C'est vraiment une forme avec plusieurs bosses, vraiment quelque chose d'inconnu, en fait. Donc, ça va être le but de ce cours-ci. Donc, c'est ce qu'on va appeler des méthodes non paramétriques. Parce qu'on ne va pas être capable justement d'avoir une distribution avec des paramètres bien connus comme la moyenne et la déviation standard. Ça ne marchera pas. Donc ça va être vraiment le but des méthodes non paramétriques ici. Clair? Donc tout revient exactement, encore une fois, là, comment modéliser ces fonctions non paramétriques-là. Là, on était capable, dans les méthodes paramétriques, on va les modéliser à partir de certains paramètres. Par exemple, la moyenne, la déviation standard. Puis ça, on considère souvent dans les méthodes paramétriques, on aime bien utiliser la lettre θ pour paramètre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas être capable de faire avec les méthodes non paramétriques. Ça va être vraiment les données elles-mêmes qui vont dicter comment est-ce que cette forme ici inconnue va prendre une forme ici. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure entre les méthodes paramétriques, c'est qu'on suppose une forme connue, versus les méthodes non paramétriques. Le non paramétrique est important ici, c'est qu'on n'a aucune supposition de forme ici. Donc, c'est vraiment les données ici qui vont dicter comment cette forme va avoir. S'il y a beaucoup de données qui traînent ici, comme c'est le cas ici, là, on va avoir beaucoup de probabilités. S'il n'y a quasiment aucune donnée dans cette région-là, la probabilité va être autour de 0, par exemple. C'est vraiment les données qui vont dicter à quoi va avoir l'air la forme des distributions ici. Il y a une supposition majeure, par contre, c'est que les données en entrée, donc ce qu'on va avoir ici, par exemple, on va supposer que les données en sortie, les données de test, lorsqu'on va on va avoir déployé notre logiciel, on va utiliser les données là, on va supposer que ces données de test, ces données qui sont générées sur le champ, sur le terrain, elles vont obéir à la même loi de distribution que les données d'entraînement ici. C'est-à-dire que si dans les données d'entraînement, on va avoir beaucoup de chances d'avoir des données ici, on s'attend à ce que les données de terrain, les données de test, vont avoir autant de distribution ici, beaucoup de chances d'avoir des données entre 0 et 1. Et très peu de chances d'avoir des données entre 4 et 6 ici, par exemple. 4 et 5, pardon. Donc ça, c'est une supposition qui est en général assez correcte à faire. C'est qu'on va supposer que les chances d'avoir une distribution ou les chances que certaines données arrivent entre telle et telle valeur sont identiques. On va avoir les mêmes chances dans les données d'entrée, dans les données de validation, d'entraînement. On va avoir les mêmes chances, les mêmes probabilités d'avoir ces valeurs-là que dans les données sur le terrain, les données de test ici. Donc ça, c'est une supposition assez valable, assez correcte à faire.
Donc ça va être, c'est ça. C'est un peu une slide pour répéter la même chose, mais ça va être les méthodes non paramétriques. On va les utiliser lorsqu'on va avoir des distributions qu'on n'a pas de forme connue du tout ici. Des distributions arbitraires, on peut appeler ça. Lorsqu'il n'y a pas de supposition, c'est ça. Lorsqu'on n'a pas de normale, pas de gaussienne, pas de Bernoulli, ce genre de choses. C'est qu'on ne fait aucune assumption sur la forme qu'on va avoir ici. Et les méthodes paramétriques, encore une fois, ça va se baser, c'est vraiment les données elles-mêmes qui vont parler. Ça va se baser sur des données qu'on a vues auparavant, des données antécédentes ici. Je vais faire entrer la dernière personne. Donc, pour faire ce genre de construction, de stratégie, en fait, on va avoir un phénomène, un concept assez majeur qui peut paraître assez bête, mais c'est le concept de mesurer une distance entre des données. Donc, des distances entre des chiffres, des nombres, par exemple la distance entre 5 et 6, ben ça, on peut faire un concept de distance. Là, on va avoir une unité entre 5 et 1, par exemple. Donc, ça, c'est peut-être correct. Mais dès qu'on commence à avoir des données un peu plus funky, là, ou un peu plus intéressantes, ou un peu plus délicates, là. Donc là, dans le cadre pédagogique, c'est correct. On fait 5 et 6, il y a une unité de 1 entre les deux. Dans la vraie vie, on va avoir peut-être des tableaux avec plein de chiffres, ou alors on va se débrouiller pour avoir des chiffres, mais dans la vraie vie, on va avoir, par exemple, des signaux. Par exemple, des signaux, je pense à du son, par exemple. On va avoir un son avec un certain signal, un autre son ici qui va avoir un autre signal. On peut avoir des images aussi, des images avec, je ne sais pas, là, un verre ici, une image avec un vélo peut-être, j'ai aucune idée, c'est ma tentative de dessiner un vélo. Donc là où on avait des nombres, c'était assez correct de dessiner une distance entre les deux, de définir une distance entre les deux. Mais par contre, c'est quoi la distance entre deux sons? C'est quoi la distance entre deux images? Donc ça, c'est toutes des questions qu'il faut se poser quand on va utiliser des méthodes non paramétriques. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très, comment est-ce qu'on va dire, très, très défini par rapport à l'application ou au domaine qu'on va être utilisé. Ça dépend de l'application, en fait. Donc, ça dépasse un peu le cadre du cours. Donc, on ne peut pas absolument tout couvrir, comment faire les distances, absolument toutes les données possibles. Ça, c'est tellement vaste comme possibilité. Mais un peu comme un teaser, on va dire, entre des données de son, souvent, c'est des domaines, c'est dans le domaine fréquentiel qu'on va faire des soustractions. Ça, on va convertir ça en nombres, des coefficients de Fourier, par exemple, ce genre de choses qu'on peut faire entre les nombres. Donc, on va toujours essayer de se rabattre sur des nombres ici. Sur des images, voilà, il y a mille et une façons de transformer des images en nombres ici ou en concepts qu'on peut avoir des distances. Donc ça c'est même, par exemple, le cas de mon propre doctorat aussi. Je me suis bien penché sur des choses, sur les images, comment convertir ça en notion de distance. Donc, tout ce qui est notion de courbure aussi qui peut exister entre des images, ça, c'est tous des concepts qui existent dans des images, peut-être moins dans d'autres domaines. Donc, toutes les méthodes non paramétriques, ben, ça suppose qu'on est capable de mesurer des distances entre les features. Donc là, on va rester, donc dans un but pédagogique, on va rester plutôt dans un cadre un peu plus simple, mais dans des cadres un peu plus compliqués, ben, en général, ben, ça dépend vraiment du domaine. On va se débrouiller pour avoir des conversions avec des nombres ici, où les algorithmes vont pouvoir utiliser. Tout ce qu'on voit, ça va être des algorithmes qui vont très bien s'appliquer sur d'autres domaines, à condition qu'on est capable d'avoir des notions de distance entre des features ici, des features, des attributs, des signatures, ce genre de choses. Claire? Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a vraiment pas de forme connue ici pour les méthodes non paramétriques. Par méthode non paramétrique, ça peut être un exemple. Par exemple, ici, on va avoir des données d'apprentissage ici. Donc, on va se bâtir un concept, une méthode non paramétrique. Par ensuite, on va avoir une méthode qui arrive sur le terrain, une donnée de test ici. Et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une notion de distance? Donc, c'est un peu une slide aussi pour illustrer la notion de distance. Une fois qu'on va avoir, par exemple, les données d'apprentissage, on va avoir des données rouges, des données grises, des données bleues, 3 classes ici. Si on est capable d'avoir une notion de distance, ben on peut s'amuser, par exemple, ça peut être un peu un brute force. Donc, on peut prendre, par exemple, la distance de ce point-là avec ce premier point. C'est quoi la notion de distance? C'est quoi la distance du point blanc avec le point rouge ici? Le point blanc avec le troisième point rouge, le quatrième point rouge, et ainsi de suite. On fait ça pour tous les points.
Et là, on va se rendre compte que ce point-là, ben, il va peut-être être un peu plus proche de certains points par rapport à d'autres. On va être capable de le positionner comme ça dans toutes les données d'entraînement ici. Donc, ça, c'est vraiment les données d'elles-mêmes, c'est vraiment les données d'entraînement elles-mêmes qui vont dicter en fait où se trouve ce point d'échantillon ici. Dans ce cas comme ça, en fait, si on suit le concept de base de l'apprentissage machine, si je me retrouve avec une situation telle qu'elle, qu'est-ce que je devrais classer comme classe ce point blanc ici? Gris. Oui, ce serait un bon concept, ce serait assez raisonnable. Par contre, on comprend que ce côté-là, ben, on a eu besoin d'avoir la notion de distance. Ben, ce point gris, ce point blanc-là, il est plus proche des points gris que les points rouges et encore moins que les points bleus ici. Donc, c'est ça, la notion de distance ici va être assez cruciale ici. Mais une fois qu'on va être capable de faire des notions de distance, ben, après, il y a moins de problèmes. Tout ça pour dire, c'est des modèles qui ne sont absolument pas basés sur des c'était pas un modèle, c'est des méthodes, une famille de méthodes non paramétriques qui ne sont pas basées du tout sur des modèles ici. Donc, dans ces méthodes non paramétriques, il va y avoir une espèce de trois grandes familles. On va être capable de faire des estimations de densité, tout comme on avait fait dans les derniers cours aussi. Donc là, on voit que si on a des données qui ressemblent à ça, par exemple un histogramme qui ressemble à ça, ben là, on ne va pas être capable de vraiment fitter deux gaussiennes. On peut tenter de fitter une gaussienne, pardon. On va être capable de tenter de fitter deux gaussiennes, mais on peut faire l'assumption que ces données-là ben, vont obéir à n'importe quelle loi de forme totalement inconnue. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler l'estimation de densité. On va tracer un peu une fonction qui va dicter un peu c'est quoi les chances d'avoir des données autour de 40 ici, autour de 20 ici. Voilà, c'est ça, distribution de forme inconnue ici. Donc ça va nous permettre, une fois qu'on va être capable d'avoir ces notions de probabilité, on va être capable de faire des classifications. Donc ça, c'est une autre des grandes familles, catégories d'algorithmes non paramétriques. Et dans la classification, on va être capable aussi de faire après des problèmes de régression aussi. Par exemple, ici, je vais avoir sur un axe les features, sur un axe X ici, les features. Ben, j'ai plein de points. Je suis capable de tracer cette fonction-là de régression. Ben, après, ça me fait moins peur. Si j'ai une nouvelle donnée ici qui arrive à X est égal à, je sais pas, là, X est égal à 1, par exemple, ici, ben, je vais être capable, en traçant cette fonction-là, ben, je vais être capable d'avoir, la fonction va me dire, ben, normalement, je vais devoir retrouver avoir à Y égal à, je sais pas, 1.2, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelle la régression ici. Tout comme la classification, un peu comme l'exemple qu'on avait vu précédemment ici. Dans ce cas-là, avec l'algorithme des KNN, par exemple, on va le voir. Normalement, ça a déjà été vu dans plusieurs cours auparavant, mais on peut le voir un bref rappel aussi. On va regarder quelle est la classe dominante dans un voisinage. Ici, il y a 3 voisins qui vont arriver ici. Donc là, on peut commencer dans cette heure-là. Le concept d'estimation de densité est assez important pour ensuite faire de la classification ou de la régression. Donc, on va se concentrer d'abord sur les problèmes d'estimation de densité. Et, donc, voilà. Donc, sur l'estimation de densité, on suppose des distributions, des formes de distribution complètement inconnues ici. Et le but, c'est d'aller déterminer c'est quoi la forme, c'est de tracer une fonction. Là, on va être capable de donner un y égal à quelque chose de très précis à la virgule près. Donc, c'est d'aller calculer une fonction, une distribution de forme a priori. Là, à l'avance, on n'a aucune idée possible à quoi peut ressembler cette distribution. Donc, c'est une approche complètement non supervisée. On n'a aucune label par la forme. Forme complètement, c'est ça, inconnue ici. Donc, dans le cas du cours, on ne peut pas tout voir, mais on va voir un peu les grandes lignes, les grandes familles ici. Donc, par histogramme, c'est peut-être moins utilisé, mais ça introduit un peu les concepts par noyau. Donc, ça, c'est ce qu'on utilise absolument à profusion en apprentissage automatique dans le domaine. On va voir un autre genre de famille aussi qui est un peu différent, mais les cas plus proches voisins, les KNN. Donc, ça peut être assez utilisé aussi. Donc, ça, c'est les grandes familles de base qu'on va voir ici. Donc, avant d'introduire les concepts par noyau, on va avoir des méthodes qui sont plus basées sur des histogrammes ici. Donc, des histogrammes, en fait, c'est ça. C'est un bref rappel. C'est simplement, si on a plein de données qui arrivent sur un axe X, par exemple ici,
L'histogramme va simplement compter dans des bins ici, dans des boîtes ici. Là. Comme là, par exemple, il va avoir 2 données. Donc, la boîte va avoir une hauteur de 2. Ici, dans cette boîte-là, elle va avoir 0 données. Cette boîte-là va avoir une donnée. Cette boîte-là va avoir une donnée à l'intérieur. On se trace un histogramme dans ce genre-là. Grosso modo, c'est ça. On va compter dans les intervalles entre une certaine valeur, le début de la boîte et la fin de la boîte, à n plus 1, par exemple. M, c'est le numéro de la boîte. H, c'est la largeur de la boîte, par exemple. La probabilité, ça va être une fonction ou quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça, on va simplement compter. Donc la formule mathématique, elle est très un peu broche à foin. C'est simplement, on va compter le nombre de features qu'on va avoir dans la même boîte, dans la même fenêtre ici, qu'on va avoir ici. Donc ça, il y a des petits choix à faire, mais ça, c'est des petits compromis. Donc, il y a le début de la boîte. Est-ce qu'on commence la boîte à 0? Est-ce qu'on commence la boîte à 0,1? Ce genre de choses. Ce choix-là va influencer un peu la forme, la hauteur de ces boîtes-là. La taille aussi, la taille des cellules, la taille des boîtes, la taille des fenêtres. Donc, il y a un choix aussi. Si on va avoir des cellules plus petites, des boîtes plus petites, on va avoir une fonction, la hauteur de ces boîtes-là, cette fonction-là ici, va avoir une forme un peu irrégulière. Elle va jumper, là, elle va sauter un peu dans tous les sens. Si on a des boîtes beaucoup plus grandes, on va avoir quelque chose de plus lisse ici. Donc, il y a une espèce de compromis à trouver entre les deux. Donc là, c'est ça. Au lieu de donner des formules, moi, ça me parle plus quand c'est graphique. Donc, on peut tenter de faire un exemple ensemble. Donc, imaginons, on prend une des boîtes de taille de largeur 2 ici. Ici, le même exemple qu'en tantôt. Donc, j'ai quelques features, quelques données d'entraînement qui vont sembler ici. Et là, si j'ai une boîte, maintenant, j'essaie de construire une méthode d'estimation de densité par histogramme avec une largeur de boîte d'histogramme de 2. Donc, je vais me construire une boîte avec 2 de largeur ici. Puis, je décide que ça va commencer à 0 et 2 ici. Là, je reprends. Si jamais j'oublie mon équation, ben, je prends cette définition ici, je compte le nombre de boîtes à l'intérieur. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, combien est-ce que j'ai d'exemples? Dans la première boîte, C'est ça. 4. 4. Donc là, je vais avoir en haut, je vais avoir un 4 ici. J'ai compté le nombre de boîtes, je vais avoir 4. Et après, je divise par les autres éléments. Donc, j'ai 8 au total cases. Je vais avoir 2 de largeur. H égale à 2 ici. Donc, je mets tout ça ensemble. Puis, je vais avoir une probabilité que des données ici arrivent dans cette boîte-là. Je vais avoir 25% de probabilité que des données arrivent ici. Excusez-moi? Pardon, oui? C'est quoi le 8.2? 8, ça ne doit pas être un point, ça doit être une multiplication ici, en fait. Ah, OK, 8 fois 2. C'est ça, ouais. La largeur fois, OK, parfait. Exact. C'est 8 étant le nombre total, n. Je fais simplement reprendre cette formule ici. Et h étant la largeur de la boîte. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 0.25 de probabilité que ça arrive dans cette boîte-là. Donc, je vais me tracer la fonction. Je me trace la fonction ici, 0.25. Donc, entre 0 et 2, ma fonction d'estimation, ma fonction de distribution, ben, ça va être défini comme 0.25 tout le long ici. Ça aurait été bien de voir ce cours-là avant le premier TP, là, mais bon. Ah, donc il y a une désynchronisation avec les. Ouais, ça, c'était dû au. Ouais, il y avait des journées fériées, ce genre de choses. Ça, c'est un peu. Ouais, non, c'est juste que ça aurait été utile parce qu'il y a eu beaucoup de matière. Comme là, je regarde de ce qu'on parle, puis là, ben, on l'a déjà vu, mais en TP. Là. Mais il n'y a pas de problème, allez-y, là, continuez. Ouais. Ouais, non, ça, c'est le défaut ouais, d'avoir des TP, les cours. Ouais, surtout l'été, il y a plein de jours fériés en plus. C'est un peu dur de synchroniser. C'est une des raisons aussi pourquoi il y avait l'entrage chez WG pour moins pénaliser. En fait. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, ça, on a fait ici l'exercice sur une boîte. Donc ce qu'on fait par ensuite, on bouge la boîte. Puis on fait le même exercice. Ici, je compte. Là, dans cette boîte-là, j'ai juste un élément. Donc je compte 1 avec 8 fois 2 aussi. Donc là, encore une fois, ça doit être un fois ici. Donc j'ai une 6% de probabilité qu'un nombre arrive dans cette boîte-là. Je me trace la fonction. Ainsi de suite. Donc je continue. Ici, il y a 0. Il n'y a aucune chance que des données arrivent ici. Bon, je me trace ma fonction. Ma fonction ici, elle va être à 0 ici. Et ainsi de suite. Puis ainsi de suite.
Vous avez compris le principe. Dans le fond, je me fais mes boîtes, je calcule où est-ce que ma fonction devrait aller. Puis, ça me donne un peu l'allure de ma boîte ici. Là, je peux me calculer des fonctions, par exemple, maintenant avec une boîte un peu plus serrée. H égale à 1. Donc, je fais la même histoire qu'avant. Tout simplement, mes valeurs dans ma fonction ici, dans ma définition ici, va être définie. H égale à 1 maintenant. Ce genre de choses. Mon nombre de comptages ici, c'est 3. Donc, je fais une probabilité, ça va me donner 40% et ainsi de suite. Donc, je continue comme ça. Il y a toujours un dans ma boîte, il y en a encore un dans ma boîte, et ainsi de suite. Là, je resserre un petit peu encore plus ma boîte. Donc, mon allure de ma fonction, je réapplique exactement la même fonction ici. Donc, je vais compter. Maintenant, il y en a 2, je fais les divisions, ça me donne 50% ici, et ainsi de suite. Oups, pardon. Donc là, on comprend que plus H est élevé, plus je vais avoir quelque chose d'assez grossier ici. Plus que je vais avoir H serré, les largeurs de boîte serrées, plus que je vais avoir une fonction qui va un peu qui saute et qui sont, qui sont un peu dans tous les sens ici, qui montent et qui descendent de façon assez drastique ici. Plus H est serré, plus la précision augmente. Plus la précision, mais aussi plus, tu vas avoir quelque chose qui va épouser beaucoup plus tes données. Donc là aussi, il y a un autre phénomène. Il faut que tu fasses attention à ne pas être en train de mettre une boîte autour de chacune de tes données. Tu es en train de faire du surapprentissage, du overfit. Il y a un danger aussi. Donc, il y a un juste compromis entre les deux à avoir ici. L'autre inconvénient aussi que j'aime vraiment pas, c'est que c'est des fonctions assez drastiques. Là. Il y a des coins ici. Ce n'est pas des belles fonctions comme des gaussiennes. Ce n'est pas smooth du tout. Donc, une façon de faire, donc ça, c'est vraiment pas histogramme. Dans la vraie vie, il n'y a personne qui utilise ça, mais c'était plus pour introduire le concept de boîte, on compte, on fait les moyennes dans chacune des boîtes, ce genre de choses. Donc là, il y a la méthode un peu Bayes naïve, estimation naïve. C'est un peu le même principe, mais la différence, c'est que la fonction va être un petit peu, donc toujours pareil, on va compter un nombre de features dans une boîte, sauf qu'on va le compter différemment. Là, si on regarde bien, cette fonction-là, cette équation, elle est centrée sur les données qu'on va avoir ici. Si on est en train de tester une probabilité à x ici, la frontière elle va être plus petite que le même point moins une demi-distance de boîte. Le même point plus une demi-distance de boîte. Donc là, en fait, ce que ça veut dire? C'est comme si la bin, la boîte, l'enveloppe, la cellule, la frontière, ce genre de choses, c'est comme si elle voyageait, c'est comme si elle se promenait entre une frontière qui se déplace à moins une demi-boîte et un plus une demi-boîte ici. Cette fonction-là ici, on peut la réécrire aussi de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on est en train d'avoir une fonction ici. Cette fonction, elle va compter, elle va être soit égale à 1, soit égale à 0. Puis cette fonction-là, c'est comme si, ça et ça, c'est un peu la même chose. C'est comme si ça comptait le nombre d'éléments. Cette fonction-là, quand elle va compter 1, cette fonction-là va être égale à 1. Quand il va y avoir personne, cette fonction-là va avoir 0. Pourquoi est-ce qu'on réécrit comme ça? Ça va être plus pertinent par la suite. Mais ça, c'est grosso modo, c'est comme si on se construisait une boîte en fait, qui se promène autour de X. Le X étant la valeur qu'on est en train de tester. Versus, à la différence avec les histogrammes qu'on avait avant, la boîte, elle était fixée tout le temps entre des frontières qui, elles, étaient fixes. Elles ne bougeaient pas, ces frontières-là. Ici, les frontières, elles vont bouger avec le point qu'on est en train de tester ici. C'est comme si je me créais une région d'influence autour des points X ici. Puis la fonction qui compte ici, la fonction de comptage, c'est une fonction assez drastique ici. Elle doit être soit égale à 0, soit égale à 1. Donc, ces deux formules, c'est la même chose. Mais au lieu de montrer des formules, si on fait plutôt des graphiques pour mieux comprendre. Comme tantôt, les mêmes données que tout à l'heure. Si je fais une boîte avec une largeur de h égale à 2, donc maintenant, je vais me calculer, par exemple, je commence ici. Par exemple, je vais faire donc, si je calcule, par exemple, P de x est égal à, donc si je me mets ici, P de x est égal à 0. C'est quoi la probabilité que j'ai des x égale à 0 ici? Donc, je regarde ma formule. Puis, je compte. Ma formule, elle me dit compte entre x égale à 0, donc 0, moins h égale à 2. Donc, ça, 2 divisé par 2 égale à 1. Donc, je compte à
0, moins 1. Puis je compte entre 0 plus 1. Donc, je compte entre ces deux éléments-là. Donc, entre 0 moins 1, entre moins 1 ici puis plus 1, je compte combien est-ce d'éléments. Il y en a 1, 2, 3. Donc, je fais 3. Puis N et H, là, je fais le N et H ici. Donc, j'ai à peu près 18% ici de valeur ici. Maintenant, la différence d'après, c'est que je bouge un tout petit peu ma boîte. Puis, je vais calculer maintenant P de X est égal à 0,1. Donc, pareil, je calcule, je refais ma même fonction. Donc là, le 0, il devient 0,1. Puis je regarde moins 1 et plus, autour de moins 1 et autour de plus 1. Donc, je calcule qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte ici qui a bougé un petit peu. Il y a toujours 3 éléments. Donc, la valeur ici est toujours la même chose. Donc, je peux bouger ma boîte comme ça tout le long. Là, ça va toujours être égal à 16%. Encore 16% et ainsi de suite. À un moment donné, boum, il va avoir la boîte, va récupérer un point en plus ici. Donc, le 3 ici va devenir un 4 ici. Et c'est pour ça ma fonction, boum, elle jump, elle saute ici à 25% ici. Donc, P est égal à P de X est égal à 1. Ça, c'est égal à 25%. Ça vient de monter. Puis je continue comme ça, au fur et à mesure. Donc là, P de X est égal à 1.1, ça va être la même chose. P de X est égal à 1.2, ainsi de suite, ça va être la même chose. À un moment donné, ma boîte va bouger, puis elle va récupérer un 4e point. Sauf qu'elle va en perdre un autre point ici, ainsi de suite. Donc, ça, les P de X, ainsi de suite, ça va varier. C'est comme la différence avec les histogrammes tantôt, les boîtes étaient vraiment fixes. Maintenant, je vais avoir des P de X avec une boîte qui circule, comme ça, qui voyage autour de mes données ici. Claire, la différence ici? Est-ce que c'est la même chose sauf comme si le n tendait vers l'infini un peu? C'est quoi j'ai pas tout à fait. Le décalage, c'est quoi qu'on fait? C'est h sur 2? C'est ça, en fait, tu regardes, tu te dis la largeur de la boîte ici, ça va être toujours h égale à 2. Donc, tu as toujours une boîte de largeur 2 ici. OK. Donc, tu regardes à moins une demi-boîte et plus une demi-boîte. Moins une demi-boîte et plus une demi-boîte ici. Mais combien il y a de boîtes au total? Il n'y a pas de boîte, c'est simplement la même boîte qui se promène. OK, ben c'est ça, c'est bon, on s'est compris. Puis cette boîte qui se promène, ben, elle te permet de calculer P de X est égal à 0. C'est quoi la probabilité? Ben, là, je fais mon calcul avec mes boîtes là, qui bougent. Là. Ça me donnait combien? 16%, je me rappelle, tantôt. Et ainsi de suite. Là, ma boîte, elle est rendue ici. Ben, là, je calcule. C'est quoi? Combien est-ce qu'il y a d'éléments entre ça et ça? Ben, là, il y a 0. Là, ça va être 0 ici. Là, à un moment, je suis en train de calculer ici ma boîte tout ça. Là, il y a 2 éléments. Donc là, c'est genre cette valeur-là, et ainsi de suite. Clair? Oui. Donc, la différence depuis tantôt, c'est qu'au lieu d'avoir des boîtes fixes, maintenant, c'est une boîte qui se promène comme ça, qui voyage. Ça permet de nous calculer X à n'importe quelle valeur. Donc là, comparé à tantôt, on voit que c'est déjà une forme un peu plus intéressante que des boîtes drastiques, comme un escalier drastique ici. Là, je fais le même exercice avec h égale à 1. Donc, je fais la même formule, mais c'est simplement avec un h différent. Donc, ma boîte va être plus petite. Donc, dans h égale à 1, je vais avoir h divisé par 2. Donc, à moins 5 et plus 5, ça va être ma boîte. Donc, je compte ici, je vais avoir 1. Donc, ainsi de suite. Donc, je calcule, puis je me trace au fur et à mesure ma fonction ici. Ça me permet de tracer cette courbe-là. Un h plus petit, même histoire. Je calcule, je fais circuler ma boîte. Ça permet de récupérer ma valeur. Comme la dernière valeur qui était ici, P de X est égal à 0 ici dans ce cas-là. Ici, P de X est égal à, je ne sais pas, 0.6 ou 0.7. C'est clair ici le concept de boîte qui circule? Une question. Oui. Juste rappeler, n, c'est-tu le nombre de points? N, c'est le nombre de points exact ici. Donc là, il y en a 1, 2, il y en a 8 ici. Parfait. Une autre façon de voir aussi, versus l'équation qu'on avait avant, c'est qu'on avait une fonction qui comptait les features. Donc, une autre façon de voir, au lieu de compter ça dans une boîte ici,
Mais on peut s'amuser à mettre des boîtes comme ça, des carrés. On va mettre les carrés autour de chacun des points ici. Donc là, je vais me construire un carré ici. Deuxième point ici. Je vais me construire un autre carré ici autour de ce point-là, centré. Donc là, il va y avoir un autre carré ici. Ici, il va y avoir un autre carré. Voilà, c'est terrible comment je dessine. Et ainsi de suite. Donc, je me mets des carrés comme ça autour des points. Et tout ce que je fais ensuite, c'est que je vais additionner les carrés ici. Donc là, au début, je vais commencer il y a un point. Disons les carrés, je recommence les carrés parce que j'ai fait une erreur, c'est les carrés sont larges ici. Je me fais des grands carrés. Donc ça, c'est... Attends. Les carrés, il faut que je fasse des boîtes de 2 ici. Donc c'est un, comme ça. Ce carré-là, il va être ici. Ce carré-là, il va être ici, et ainsi de suite. Les boîtes qui sont ici vont embarquer à peu près dans... c'est un peu dur de dessiner, en fait. Ici. On comprend, là, je suis en train de dessiner plusieurs carrés autour des points, des features, centrés chacun des points ici. Donc là, je vais avoir un autre point ici. Ainsi de suite. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Donc la fonction que j'avais avant, elle me dit additionne les carrés. Donc je commence avec ici, je peux même être plus précis que tantôt. Ici, je vais avoir, je vais essayer de changer de couleur. Bleu. Voilà. Donc je compte les carrés. Ici, j'en ai 0 carré ici. Là maintenant, j'ai un carré, donc je mets un carré ici. Là ici, j'ai 2 carrés qui se superposent, donc je vais monter ma fonction de 1. Là ici, j'ai un autre carré qui se superpose, donc ouais, là il faut que je dessine mal mes échelles. Mais ici, normalement, je vais avoir 3. Donc là, je suis à 3 échelles. Donc là, j'ai toujours 3 carrés ici. Là, maintenant, il y a un autre qui embarque. J'ai 4 carrés ici qui se superposent. Je vais monter encore une coche ici. Ici, ce qui se passe, c'est que je vais perdre la première boîte. La première boîte, donc ici, il n'y a que 3 carrés qui vont superposer. Je suis à 3 ici. Puis là, je repère ma deuxième boîte, donc je redescends dans mon comptage. Ici, il n'y a que 2 carrés qui superposent, ainsi de suite. Ici, il n'y a qu'un seul carré qui superpose. Et là, à un moment donné, il y a 0 carré qui superpose. Là, même histoire. Je remonte ici, il y a un carré qui superpose, un deuxième carré qui superpose, un troisième carré qui superpose. Je repère une boîte. Je redescends mon compteur à 2. Je repère une autre boîte ici, et ainsi de suite. Ça, c'est une autre façon de voir, en fait. Donc, dans cette façon de voir ici, c'est un peu plus pour expliquer de façon graphique, un peu plus graphique les équations derrière. Donc, soit je me construis comme ça des boîtes autour des points, puis je compte comment est-ce que mes boîtes vont se superposer ici. Je vais avoir des boîtes plus serrées, par exemple. C'est pour ça que je vais avoir des fonctions, des comptages beaucoup plus serrés ici. Puis ça, c'est encore plus drastique ici. Ça, je vais avoir des boîtes toutes petites ici. Donc, tout le principe ici que je voulais montrer, c'est que là, on avait des histogrammes avant avec des boîtes qui sont toujours définies entre des valeurs bien définies ici. Versus des méthodes naïves où là, je vais avoir des boîtes qui vont circuler. Ça peut être une boîte ici que je vais compter, puis que cette boîte-là va circuler ici. Puis là, je vais avoir des boîtes plus serrées ici. Encore plus petites ici. Oui, David? Est-ce que c'est possible, peut-être après le cours, là, juste pas oublier de rendre disponible le PDF sur Moodle, parce que la version sur Moodle arrête à la page, à la diapo 14. C'est pas complet sur Moodle, les diapos du cours d'aujourd'hui. Oh, OK, curieux. Le PDF. OK, ben, je vais remettre à jour le PDF. Merci de le signaler. Ce qui a dû arriver, c'est, je pense savoir c'est quoi qui est arrivé. En fait. Moodle, c'est une espèce de site web très curieux. Quand tu veux éditer ça, c'est juste la folie. Et j'ai j'ai mon Chrome à un moment donné, il a planté, puis le upload, il a pu finir à slide 14 peut-être. J'ai fait ça ce matin. En fait. Ouais. Merci de le rappeler, David.
Oui, donc c'est ça. Donc, je mets les slides sur le cours et je mets aussi la vidéo sur le Moodle. Donc, le principe que je voulais montrer ici, c'est vraiment une boîte ici qui se promène. Dans cette boîte-là, je vais avoir une fonction, une carré, en fait, une fonction carrée qui est égale à soit 0, soit 1, qui va monter, qui va descendre au fur et à mesure que je suis en train de compter les nombres de boîtes ici. Versus ici, je vais avoir des plages bien définies ici. Fait? Donc ici, c'est que j'avais, par exemple, ici, j'avais une fonction de largeur 2. Ici, j'avais une fonction de largeur 1. Ici, j'avais une fonction de largeur 0,5. Ici. 0,5, 1 et 2. Ces fonctions-là, elles sont particulières. En fait, on appelle ça des noyaux. Donc, quand c'est carré, ça va, on peut simplifier, on peut s'amuser à compter, faire ce genre de choses, mais ça reste des noyaux, en fait. Et c'est un concept un peu plus général. On peut s'amuser aussi à avoir des concepts beaucoup plus lisses. Au lieu d'avoir une fonction qui est toute carrée avec des escaliers, ainsi de suite. Ça, c'était dû parce qu'on avait des fonctions noyaux, des fonctions en fait qui comptaient drastiquement, soit 0, soit 1. Mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir des fonctions beaucoup plus lisses. Une gaussienne, par exemple. Donc, dans cette fonction noyau-là, donc le noyau gaussien, c'est ce qui est assez utilisé, on aime bien. Ça, c'est un rappel. C'est quoi la fonction gaussienne ici? Donc, au lieu d'avoir des carrés comme tantôt et on va les superposer et les compter, là, maintenant, on va superposer des gaussiennes ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, bon, par exemple, le point qui est à peu près là, on va avoir trois gaussiennes qui superposent. Donc, on va avoir une valeur très forte. Ici, il y a 0 gaussienne qui superpose. Ici, il y a une seule gaussienne qui superpose, donc ça fait ça. Donc, la somme des trois, ici, ça ressemble à quelque chose qui ressemble à ça, et ainsi de suite. Ici, il y a 2 gaussiennes seulement qui se superposent, donc ça fait une bosse un peu plus élevée, mais pas autant que la première, par exemple. Donc, c'est le même principe qu'avant. Simplement, au lieu d'avoir des fonctions carrées qui généraient des fonctions d'estimation très en escalier quasiment, là, maintenant, on va faire des gaussiennes, quelque chose de beaucoup plus smooth. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus smooth ici. On voit la différence ici, la nuance entre les deux? Oui. Pardon, oui? Oui, on voit bien la différence, là, les carrés et les courbatures. Oui, donc au lieu de superposer, en fait, au lieu de faire une somme de carrés, de boîtes, là, ben, je vais superposer des gaussiennes. C'est beaucoup plus smooth. Ça crée quelque chose de beaucoup plus intéressant ici. Donc, là, on comprend que la forme de ma fonction noyau, que ce soit un carré ou une gaussienne plus intéressante, la forme de cette noyau-là, ben, elle va influencer la forme générale ici. Ça va donner comme une zone d'influence ici. La gaussienne qui est là, ben, elle va avoir beaucoup d'influence ici au centre, puis très peu d'influence dans des valeurs beaucoup plus loin. La largeur aussi, la forme, c'est un peu la même chose ici. Puis plus on s'éloigne, plus l'influence ici plus la distance, en fait, va être quelque chose qui va être beaucoup plus petit ici. On va avoir quelque chose de plus détroit ici. Et la somme totale, va être notre fonction à nous ici. La somme totale, c'est notre fonction à nous ici. Donc, si on revient 2-3 slides en arrière, je prends la même formule qu'il y avait avec la fonction, avec les histogrammes, pas l'histogramme, mais le noyau carré qui bougeait. L'estimateur naïf, c'est la même fonction que tantôt. Là où j'ai mon noyau, là, je fais un changement de variable, juste un peu pour simplifier mes maths ici. Donc, si je me fais un changement de variable, tout ça ici à l'intérieur est égal à U. C'est-à-dire que tout ça ici, c'est égal à K fonction de U. Donc, je mets la gaussienne à l'intérieur. Donc, ça, on reconnaît l'exponentielle avec la gaussienne. Et finalement, cette équation-là, elle devient quelque chose qui ressemble à ça. On va faire une somme ici, comme j'avais la même somme ici. Au lieu de faire la somme sur des boîtes comme tantôt, ben, je vais faire des sommes sur des gaussiennes ici. Ça, avant, c'était des boîtes. Maintenant, ben, ce n'est plus des boîtes, c'est un noyau gaussien ici. Je vais faire la somme de gaussiennes ici. Donc, j'ai itéré toutes mes données. J'ai itéré toutes mes données, toutes mes features, toutes mes observations que je vais avoir.
Ben, je vais faire la somme. C'est quoi la somme avec la première gaussienne, la deuxième gaussienne, ainsi de suite. Ça va me faire une fonction de probabilité ici. Oui, Manasseh? Oui, est-ce que vous connaissez le terme KDE pour KDE, si kernel? tu me donnes l'acronyme. Kernel, justement, je crois que c'est ça, kernel Ben oui, ok. density Kernel estimation. density estimation, c'est exactement la même chose. Kernel, c'est noyau en anglais. Kernel Ok, density estimation, c'est exactement ça qu'on est en train de faire ici. parfait. Et donc ça, c'est l'équivalent du Poisson Windows. C'est la même affaire. Oui, exact. C'est ça. Simplement, Ok, en informatique, donc, KDE, c'est dans ma tête qu'on dit KDE. C'est un kernel estimator dans ma tête, mais c'est ça. KDE, pour moi, c'est je suis un peu un geek aussi de Linux. J'avais même créé Linux Québec aussi quand j'étais à l'université, ce genre de choses. Mais KDE, c'était l'interface graphique qui existait à l'époque. Et enfin, ça n'a rien à voir avec le cours, mais c'est KDE. Ouais. C'est pour ça que je rappelle, c'est quoi l'acronyme, parce que dans ma tête, je pensais Linux, mais ça n'a rien à voir. Et donc, c'est ça, kernel estimation, kernel density estimation, un estimateur de densité par noyau, ou un estimateur par noyau. En informatique, on aime bien appeler ça des fonctions des fenêtres de Parzen. Je ne vais pas dire des bêtises, en finance, ça s'appelle des Parzen Rosenthal, si je ne me trompe pas. Enfin, il y avait deux inventeurs, deux découvreurs de ces fenêtres-là. Enfin, le nom change un peu de domaine en domaine, mais c'est toute la même chose. On est en train d'estimer les densités de fonctions avec des noyaux. ok. C'est vraiment la même chose ici. Pour illustrer de façon graphique, encore une fois, moi je rajoute des slides graphiques, ça me parle plus que des équations dans tous les sens. Les équations dans tous les sens, par contre, ça permet de mieux expliquer, ça permet de programmer l'équation, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe, mais l'intuition, le concept, pour moi, c'est beaucoup plus graphique. Donc, j'essaie de le partager comme ça avec vous. Donc, c'était la même fonction que tout à l'heure. Je prends un noyau ici. Donc, le noyau, maintenant, il ne va pas être carré, mais je vais prendre un noyau qui va être plutôt smooth ici. Donc, ce que je vais faire plein de gaussiennes comme ça autour de chacun de mes points. Une gaussienne, on voit une certaine largeur ici. Donc là, je suis en train de. C'est pas correct ce que je fais, c'est pas à l'échelle, mais c'est des gaussiennes beaucoup plus larges. Ce que je fais maintenant, c'est que si je veux calculer une fonction, là, je vais calculer par exemple ici P égale à X. Ah non, ça va effacer mes gaussiennes, mais c'est pas grave. C'est que je vais additionner. C'est quoi la première gaussienne à P égale à X à 1? C'est quoi la deuxième gaussienne à P est égal à P de X est égal à 2? Et ainsi de suite. C'est quoi la dernière gaussienne? Donc, la gaussienne qui est ici. La valeur de la gaussienne ici, si je prends cette gaussienne-là, donc c'est-à-dire que c'est cette fonction-là, qui est quasiment 0 tout le long. À P de X est égal à 1, cette gaussienne-là, ben, elle est quasiment de 0 ici. Ça, c'est quasiment c'est égal à 0. La première gaussienne ici, ben, elle n'est pas égale à 0, elle va être égale à, je ne sais pas, la P égale à, je sais pas, la 0,4, non, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Et que si j'additionne toutes ces gaussiennes-là, ben, ça va me donner un chiffre qui va être égal ici à 0,17 par exemple. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai additionné toutes les gaussiennes. Il y a des gaussiennes qui sont très faibles, comme la dernière, et des gaussiennes qui sont très fortes, comme la deuxième, par exemple, et ainsi de suite. La somme de tout ça, à P de X est égal à 1, ben, ça va me donner la valeur de la fonction que je suis en train de, la fonction inconnue, la forme inconnue que je suis en train de calculer ici. Donc, c'est ce que je viens de dessiner ici. Plein de gaussiennes, j'additionne, ben, ça va me donner une forme qui est égale à ici. Puis si je voulais calculer la valeur de P est égal à X égale à 4, les premières gaussiennes ici vont être très faibles. Les dernières gaussiennes vont être très faibles. Mais, tu sais, il y a le petit faible qui fait, si je les additionne tous ensemble, ça va me donner une valeur qui est à peu près ici. Pareil pour les fonctions ici, et ainsi de suite. Donc, c'est ça qui me permet de naviguer entre quelque chose qui va être en haut, quelque chose qui va être beaucoup plus bas, et ainsi de suite. Vous voyez un peu le concept? Oui. Cool. Donc, c'est la même chose que tantôt. Au lieu d'additionner des boîtes, j'additionne des gaussiennes ici. Ça me donne l'effet immédiat qu'on voit, c'est que ça me donne une fonction. Tout mon but du jeu, c'est que je veux savoir à quoi ressemble la fonction bleue ici. Donc, cette fonction bleue-là, ben, en addition toutes ces gaussiennes-là, ben, ça me donne quelque chose de beaucoup plus smooth, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus abrupt.
Dans un point de vue informatique, dans un point de vue machine learning, il y a même des avantages. Je vais être capable je vais être capable de calculer des dérivés, ce genre de choses aussi. C'était des concepts mathématiques, d'un point de vue informatique. Ça va être des bonus intéressants ici. Là, maintenant, pour illustrer l'effet de la boîte, donc, je passe de H égale à 1 à une boîte plus serrée. Ben, là où j'avais quelque chose de beaucoup plus large, maintenant, donc ça fait le même principe. Je calcule ici à P de X est égal à 1. Je fais la somme de toutes mes gaussiennes. Les valeurs sont un peu différentes, c'est des gaussiennes plus serrées. Ben, maintenant, la valeur va être égale à 0,25. Là, je serre encore un peu plus, des boîtes 2 fois plus petites. Ben, je vais avoir quelque chose qui est encore plus serré ici. Donc là, on voit la différence. Il y a un compromis à avoir entre toutes ces distances-là. Plus que je m'en vais dans des boîtes serrées, plus que je vais faire du surapprentissage. Plus que je m'en vais dans des boîtes plus larges, des gaussiennes plus larges, je vais avoir des valeurs sous-apprenties ici. Je vais avoir des underfit ici. Ou des overfit ici. Donc, il y a un compromis qui existe. Ça dépend vraiment des données. C'est vraiment à analyser dépendamment de l'application ici. C'est la même chose que tantôt. Au lieu d'avoir additionné des boîtes, j'additionne des gaussiennes ici. Puis ma fonction, mon équation, là, c'est vraiment la même chose. C'est que j'additionne tout ça. Avant, ça, c'était des boîtes. Maintenant, c'est des gaussiennes. C'est tout. Donc, c'est la somme ici, toutes ces boîtes, ça m'a donné cette fonction-là ici. Donc, ça me donne quelque chose de beaucoup plus raffiné, beaucoup plus smooth, beaucoup plus intéressant ici. Donc, ça, c'était à 1D. Là, maintenant, on peut le voir à plusieurs dimensions. C'est à peu près la même chose. Donc, à plusieurs dimensions, ce qu'on va avoir maintenant, le X, c'est un vecteur à plusieurs dimensions. Donc, ce qu'on va retrouver ici, c'est encore un vecteur à plusieurs dimensions. Le noyau qu'on avait avant, ben, c'est une gaussienne. Maintenant, il va avoir un noyau ici. Et ce noyau-là, c'est ça, il faut simplement faire attention à ne pas utiliser trop de haute dimensionnalité, sinon on va avoir la malédiction des données qu'on va avoir ici. Donc, cette fonction gaussienne-là, on va avoir le choix ici entre différents choix. Ici. Par exemple, on va avoir un estimateur, c'est ça, pardon, ce noyau-là, gaussien. On peut avoir un gaussien. Donc là où c'était 1D, ça ressemblait à ça. En plusieurs dimensions, quand on regarde en haut, un peu comme le cours qu'on avait avant, on va avoir plusieurs cercles comme ça, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Donc, si on s'en va dans toutes les directions pareilles, on va avoir quasiment quelque chose de sphérique ici. Ça s'en va pareil dans toutes les directions ici. On peut s'amuser à voir avec pas des sphères, mais des ellipsoïdes. Donc, ça, c'est d'accord. Ça va être guidé par la matrice de covariance. Donc, ça, on fait un rappel sur tout le cours qu'on avait avant. Mais c'est le même principe. Donc, tout ça ensemble, ça va être à plusieurs dimensions aussi. Donc, c'est le même principe. Au lieu de dessiner par contre des boîtes et d'additionner des boîtes ou des gaussiennes, ben maintenant, je vais additionner des bosses. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une fonction en plusieurs dimensions, là, je vais avoir des boîtes ensemble. Ben, je vais avoir un point ici. Si mes données ressemblaient à ça. Je vais avoir une deuxième boîte ici, des boîtes ici, ainsi de suite. Donc, j'ai additionné. Je vais avoir une montagne forte ici. Je vais avoir une montagne un peu plus plateau ici, par exemple. Donc, ça, c'est en plusieurs dimensions. Je ne suis pas sûr que je suis clair. Est-ce que je suis clair là-dessus ou je perds du monde ici? Donc, la différence par rapport à la slide avant, qui est en une dimension, ici, ce que je fais, c'est que j'additionne non plus des gaussiennes en 1D, mais j'additionne des bosses en 2 dimensions ou en 3 dimensions, ou ainsi de suite. Clair? All right. Donc, si on fait un recap de la première heure, on avait vu le concept par rapport aux cours, les 2 cours précédents, où on supposait des distributions, des formes de distribution connues. On avait, par exemple, on supposait que les données ou les features, les observations, les valeurs, elles obéissaient à des lois, par exemple, de distribution normale. Elles fitaient une gaussienne, par exemple. Ça, c'était les 2 derniers cours qu'on avait vus, à plusieurs ou une dimension.
La dernière heure, on avait vu en fait plutôt un autre concept où ça va être les données elles-mêmes qui vont guider la forme de cette distribution. Elle ne va pas être forcément sous une cloche. Chaque donnée va pouvoir influencer la forme globale de la fonction inconnue. Donc, c'est là qu'on suppose que la courbe bleue, elle n'était pas gouvernée par une seule unique gaussienne, mais ça va être une forme totalement inconnue. Ça peut avoir l'allure absolument dans n'importe quelle allure, une allure complètement inconnue. Donc, on avait vu deux façons pour l'estimer. Soit une méthode par histogramme, donc on empile des boîtes, puis on compte le nombre de boîtes. Ça fait des espèces de courbes bleues vraiment par escalier. Ou on avait vu avec une gaussienne, où ça va être un peu plus intéressant comme ça marche pas. Ah, voilà. Donc là, avant, les méthodes paramétriques, c'est qu'on supposait que toutes les données obéissaient à une gaussienne qu'on avait avant. Après, on avait vu à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt plein de boîtes autour des points, puis on va les additionner. Versus des boîtes ou des gaussiennes ici. Je vais avoir une gaussienne qui ressemble à ça, une autre ici, une autre ici. Ici, je fais la somme de tous ces points-là. Je vais changer de couleur. Attendez, tac. Donc là, avant, la courbe bleue, finalement, c'était une courbe unique, donc ce qui n'est pas réellement bon pour n'importe quel type de données. Là, maintenant, on avait, donc là, par exemple, si j'additionne tout ça, ça va donner quelque chose comme ça. Donc, quelque chose d'escalier. Ou une gaussienne qui va s'additionner ensemble. Donc, la différence majeure, c'est qu'avant, on était capable de dire, OK, ben ça, il y a une moyenne, puis il y a une déviation standard. Ça, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de paramètres. En fait, il n'y a rien qui nous dise comment poser cette fonction-là. C'est vraiment les données elles-mêmes qui vont dicter comment est-ce que cette forme de fonction-là, ici, va se positionner. Il n'y a pas du tout de paramètres ici. Les paramètres θ, là, il n'y en a pas du tout. Puis pareil ici, il n'y a aucun paramètre θ ici. C'est vraiment une somme, non pas de boîtes, mais de petites gaussiennes. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de concept de moyenne ou de déviation standard. C'est vraiment une somme de plein de petits morceaux ici. C'est ce qu'on a vu dans la dernière heure. Et là, maintenant, on va voir plutôt le concept de cas plus proche voisin. Donc, c'est une autre façon de penser pour faire aussi la même chose. Le but, c'est toujours, on va avoir des données. Puis là, on va avoir une fonction qui existe, là, mais cette fonction-là, cette courbe-là, elle est complètement inconnue. Donc, on avait avec des estimateurs de densité. Là, on va le voir par KNN aussi. Donc, ce n'est pas réellement exactement comme on l'entend dans les méthodes de KNN, comme on peut le voir dans d'autres cours. Ça, c'est une question d'ailleurs que j'ai pour vous. Est-ce que les algorithmes des plus proches voisins de KNN, K-nearest neighbors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans d'autres cours ou pas? Ben, il est dans le cours 635, là, log 635. Il est dans le cours 635 aussi. Normalement aussi, on le voit dans les universités de façon classique, on le voit aussi dans les cours de comment on appelle ça, algorithmes, structure de données, ce genre de choses, où on voit des listes chaînées ou des algorithmes un peu de base en informatique. KNN, c'est souvent vu dans ce genre de cours aussi. Donc, je ne sais pas trop comment c'est à l'ETS. Donc, si c'est déjà vu de façon dans 635, le but, ce n'est pas de rappeler absolument tout l'examen, tout le cours de KNN. Donc, puis dans ce cours-là, de toute façon, on utilise les KNN d'une façon un peu différente aussi. C'est toujours un peu le même principe. On va regarder les plus proches voisins, mais ça va être un autre genre de concept. Par KNN, en français, je n'aime pas trop le KPPV. C'est l'algorithme en anglais. Moi, je vois plus souvent ça en anglais, la K nearest neighbors. Ou l'orthographe américaine ou anglaise avec un U ici. Puis, donc la différence majeure avec ce qu'on avait vu avec les estimateurs naïfs, c'est qu'au lieu d'avoir des boîtes ou des gaussiennes de taille fixe, là, on avait avant un H. H est égal à 2, H est égal à 1. On avait des tailles fixes de fenêtres qui se promenaient, des petites fenêtres là, de Parzen qui se promenaient. Là, maintenant, la différence, c'est qu'on va faire varier la taille de la fenêtre, la taille du volume en plusieurs dimensions. C'est qu'on va faire plutôt varier cette taille-là. Donc, ça, c'est un petit changement de concept, mais qui fait que ça change un peu l'algorithme. Donc, pour ça, pareil, on va avoir besoin d'avoir une notion de distance ici.
Donc, on a 2 points. On va devoir avoir besoin d'avoir une notion de distance. Et cette distance-là, elle va nous permettre d'ordonner ces points-là. Donc, on va calculer la distance entre un point testé X avec tous les autres points. Et ça va nous permettre d'ordonner comme ça quels sont les points les plus proches et quels sont les points les plus loin aussi. Ça va nous permettre d'avoir un certain ordonnancement. Puis, on va prendre ensuite les K plus proches voisins. Donc, les K plus proches points ici. On va prendre les K jusqu'à un D à 10K ici. Donc, on va prendre les K plus proches voisins, les KNN points. Et ce point-là, cette distance-là, c'est elle qu'on va utiliser pour déterminer notre fonction de probabilité ici. Donc, un peu comme on avait en 2D, ça va être par exemple un point ici, un point ici, un point ici, ainsi de suite. Si on regarde à K égale à 3, je suis en train de tester ce point-là. Si ça, c'est X, je regarde c'est quoi la distance 1, c'est quoi la distance 2, c'est quoi la distance 3, et ainsi de suite. Je prends la distance, si KNN est avec K égale à 3, ben, je vais prendre cette distance ici. Cette distance ici, c'est un nombre, je sais pas, en millimètres ou en unité quelconque. Et c'est cette notion-là, cette distance-là que je vais mettre dans cette formule-là. Ça va me permettre de calculer ma probabilité ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, si on fait les mêmes graphiques ou les mêmes calculs de probabilité comme on l'avait vu à la première heure? Donc, je reprends la même formule ici. Cette formule-là me dit j'ai besoin ici d'avoir une notion de distance. Donc, à K égale à 5, K égale à 3, K égale à 1, je vais avoir ces notions-là ici. Donc, je prends le premier exemple. Premier exemple, K égale à 5. K égale à 5, je m'amuse à calculer, par exemple, P de X est égal à 1. Donc, je calcule. P de X est égal à 1. Je regarde. C'est quoi les K égale à 5? C'est quoi les 5 plus proches voisins ici? Donc, je compte à partir de ce point-là. Quels sont les plus proches voisins? J'en ai 1, 2, 3, 4 et même 5 ici. Ce serait quoi dans ce cas-là la distance à prendre en question? Pour voir juste si on suit. C'est pas quelque chose comme une moyenne, là. Désolé, j'ai manqué une étape, là. Ah, OK, ben, je peux, c'est ça. Donc, ici, je suis en train de calculer. Non, mais la slide précédente, là. Ah, celle-ci? Ouais. Non, ben, celle-ci, ouais. Ah, celle-ci, ce qu'il faut retenir, c'est ça ici. Puis là, on peut définir le DK, il dépend de ce qu'on. C'est une fonction de distance choisie. DK, ça va être la distance au KIM plus proche voisin. OK. Donc, peut-être on peut le faire ensemble avant. C'est peut-être moins un concept plus difficile, peut-être, je ne sais pas. C'est ça. Si on fait à P de X est égal à 1, je suis en train de calculer c'est quoi la probabilité à X égale à 1 ici. Je calcule. Là, je suis en train d'avoir un K égale à 5 ici. Je calcule les 5 plus proches. C'est où le cinquième le plus proche point possible? Ça, c'est le premier point le plus proche. Ça, c'est le deuxième point le plus proche. Ça, me semble, c'est peut-être lui le troisième le plus proche. Lui, c'est le quatrième. Et ça, c'est le cinquième ici. Donc, cette distance-là, ça, c'est D égale à 5 ici. Donc là, maintenant, j'ai ça. J'ai P est égal à 5. D de X est égal à quoi? C'est à peu près quoi? Ça, c'est à peu près 2,4. Ça, c'est 1. Donc, c'est à peu près 1,4. Donc, N, c'est égal à 8 encore. Fois 2, je me multiplie tout ça. Ça va me donner un point. C'est ça, 1,4 ici. Donc, je plug mon 1,4 ici. Puis ça va me donner quelque chose, un point ici à peu près. Ça, c'est égal à 0,2, quelque chose dans le genre. Pareil, si je m'amusais à faire, par exemple, ici, P de X est égal à 5,5. Je calcule, ça c'est le plus proche voisin, deuxième plus proche voisin, troisième plus proche voisin, quatrième, cinquième plus proche voisin ici. Donc, toute cette distance ici,
Donc ça, c'est égal à quoi? 1, 2, 3, 3,5 à peu près, 3,6. Donc ça, je reprends ma formule, c'est égal à K égale à 5. 5, 2 fois 8, fois 3,6, on avait dit. Ça me donne un point qui va être à peu près ici. Je calcule, après pareil, je calcule pour le P de x égale ici, ça va me donner un point ici, P de x égale ici, ainsi de suite. Donc je me récupère comme ça tous ces points-là, ça va me donner cette courbe ici. Clair pour la construction de cette courbe-là? Ouais. Tout ce que je fais ici, c'est que maintenant, je prends la définition ici. Donc ça, c'est le genre de choses qui n'est pas réellement nécessaire d'apprendre par cœur non plus. C'est donné dans un examen, par exemple, ou dans la vraie vie. On a soit Google, ou soit on veut absolument garder les notes de cours 20 ans de carrière plus tard. Et on prend cette slide-là et on regarde ça. Mais grosso modo, enfin, c'est ça. Par contre, dans un examen, il faut savoir lire l'équation. Donc, on regarde D du cas plus proche voisin. Cet exemple-là, le 5e plus proche voisin, il est à 1,4 de distance. Je bloque tout ça dans mon équation, ça va me donner 0,2. Ce point-là ici. Oups. Donc là, on peut continuer. K égale à 3, bah, ça change un petit peu. Par exemple, ce que j'avais tantôt, bah, la distance la plus proche, ça va être celle-ci maintenant. Donc, ça va changer un peu l'allure de ma courbe ici. Donc, je vais plugger la distance du K plus proche voisin ici. À K égale à 1, bah, ça va changer encore une fois un petit peu ma fonction. Donc, il y a les distances du plus proche voisin. Donc, à la 1 ici, le plus proche voisin, bah, ça va être lui. Il est à 0,2 de distance. Bah, ça va me donner un chiffre qui est à peu près là. Et ainsi de suite. Clair? Juste un concept, en fait, qu'est-ce qui se passe ici, par exemple, exactement sur ce point-là ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui fait que c'est La valeur de n dk de x est proche de 0. c'est ça, en fait. Ici, quand on regarde, là, si on suit à la règle, K égale à 1, c'est quoi le plus proche voisin quand je suis exactement sur le plus proche ici, point? Si je suis exactement sur le même proche, la distance du plus proche voisin, ben je suis moi-même, donc ça veut dire que je suis 0. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais avoir un D égal à 0. Le plus proche voisin à K égale à 1, c'est D égal à 0. Donc, ça, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un dénominateur égal à 0? Je vais avoir quelque chose qui est égal à l'infini. Donc, ça, c'est quelque chose qui explose ici. Donc, ça explique ces espèces de bizarreries qu'on va avoir ici. Bien vu, ouais. Cool. Donc là, on avait vu jusqu'à date, c'est ça, si on fait un recap encore une fois, on avait vu comment estimer les probabilités. Ça va être important pour différentes... Voilà, ça c'est écrit avec ce stylo, là, c'est vraiment... Donc c'est ça, on avait vu soit avec des histogrammes, avec des bins particulières, soit avec où on empile des carrés ensemble. Ça permet d'avoir des fonctions escaliers. Soit on empile avec des petites gaussiennes. Donc, ça permet d'avoir une fonction globale un peu plus intéressante. Et tout ça, ça permet surtout d'avoir des probabilités ici. P de x, P de x. C'est toute la même chose, c'est de différentes façons, différentes méthodes, mais en booléen, tout ce qu'on va avoir, c'est les probabilités qu'on veut ici. Et ces probabilités, si on se rappelle le cours de la règle de Bayes qu'on avait vu, ça nous permet de faire surtout des classifications, plein d'autres affaires, mais on a besoin des probabilités. Donc, dans la règle de Bayes, on se disait, tant qu'on a une probabilité, ça va. On peut dire que s'il y a plus de chances que ce soit la classe rouge ou la classe bleue, ben, ça va nous permettre de faire notre algorithme de classification. Les cours qu'on avait vus, les 2 derniers cours qu'on avait vus, ça supposait qu'on va calculer les probabilités. On supposait que ça appartenait à une loi normale, avec des paramètres de moyenne et de déviation standard. Dans ce cours-ci, on dit
probabilité, ici, il n'y a pas de moyenne, il y a une forme complètement inconnue. Puis on va se patenter des fonctions qui ressemblent à ça. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir des fonctions qui vont avoir l'allure absolument qu'on veut. Ça va bien épouser nos données ici. Mais une fois qu'on a nos probabilités, peu importe comment on les obtient, on va être capable de faire notre classification ici. Et ça va me permettre d'avoir des fonctions discriminantes, justement. Tout ce qu'on vient de voir la première heure, ça va nous permettre de construire des fonctions discriminantes ici. Et dans les méthodes non paramétriques, ces fonctions discriminantes, elles dépendent vraiment des exemples d'apprentissage ici. Donc, il y a un aspect un peu mémorisation. Le désavantage, c'est qu'on a besoin de retenir en mémoire ou des mécanismes. Là, on peut essayer de sauver un peu ce concept-là, mais on ne se défait jamais. C'est qu'on a besoin réellement d'avoir en mémoire une façon de mémoriser les données d'apprentissage. Donc, ça peut être un peu plus gourmand du point de vue de mémoire et surtout le temps aussi de passer ces données-là. Donc, c'est ça. La généralisation, l'aspect généralisation de ces données-là vont être faits plutôt en phase de test. Donc, ça, c'est un cas particulier. On va voir les KNN, par exemple. Ça, c'était une façon de voir aussi. Comment ça marche? On va faire exactement comme on avait fait pour la règle de Bayes. On va avoir P de X sachant une certaine classe. Donc, ça, c'était la vraisemblance. Là, on avait la règle de Bayes. On disait, ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a à la vraisemblance, le likelihood en anglais. Donc, on regarde le likelihood. Là, ce qu'on avait vu à la première heure, c'est qu'on est capable de se définir une fonction pour estimer des probabilités, pour avoir une allure, pour essayer de guesser, pour essayer de deviner un peu à quoi peut ressembler la courbe bleue des probabilités. Et ça, on peut le faire par classe ici. C'est pour ça qu'on se rajoute ici le label de chacune des classes. Ici. Ça, c'est une fonction drastique, soit égale à 1, si je suis en présence de la classe, ou soit égale à 0, si je suis en présence de la classe. Si on comprend bien l'équation, ce qui est en train de se passer ici, c'est que je suis en train de faire une somme pondérée des classes ici aussi. Donc, on va voir un exemple tantôt. Donc, c'est-à-dire que si je fais la somme de toutes ces RI ici, je vais avoir égal à le nombre de points dans la classe. Donc, un exemple, ça peut ressembler à ça ici. Je vais calculer le nombre de probabilités. Je vais faire le même exercice qu'on a fait à la première heure. Je regarde ici toutes les rouges, c'est les mêmes données d'ailleurs. Toutes les rouges ici. Ben ça, avec les fenêtres de Parzen, là, ou les estimateurs par noyau, là, ça me permettait de calculer ça ici. Maintenant, pour faire un problème de classification, ben, je vais faire le même exercice maintenant pour tous les points bleus ici. J'ai 2 points ici, 2 points ici, et ainsi de suite. Donc là, je vais tracer le même exercice. Je vais faire ma courbe bleue ici. Avec mes fenêtres de Parzen, par exemple. Là, je peux être un peu plus raffiné. Je vais faire mes fonctions discriminantes, comme on avait vu. Bon, ça veut dire qu'il me manque encore l'a priori. Bon, je compte le ratio. Là, c'est combien le classe rouge versus le classe bleu? C'est quoi le ratio de ça? Ça me permet de tracer. Donc, ça, c'est ma vraisemblance ici. Ça, c'est mon a priori ici. Ça, c'est ça ici. Ça, c'est ça ici. Donc, ça me donne cette équation-là. Ça me fait des gaussiennes un peu différentes. Pas des gaussiennes, des fonctions un petit peu scalées de façon un peu différente. Ça peut être la même chose aussi si jamais... je vais changer de couleur. Voilà. C'est ça, ça me fait changer simplement un ratio ici. Donc, par exemple, si je prends... j'ai un nouveau x. Je suis en train de tester x égale à 3 ici. Si je prends le problème qu'on avait vu au tout premier cours de la règle de Bayes, si j'ai calculé mes probabilités avec les fenêtres de Parzen ou les méthodes par noyau, ça me donne ces fonctions discriminantes-là. Qu'est-ce que je devrais classer? Est-ce que je devrais classer mon point x égale à 3 comme rouge ou comme bleu? Comme bleu, Exact. Pourquoi? parce qu'il y a une plus forte probabilité. C'est ça, plus forte probabilité, plus forte discrimination ici. La courbe bleue est beaucoup plus élevée que la courbe rouge ici. Donc, on va assigner, c'est ça, l'assignation, le label va se mettre à la discriminante ici qui va être la plus forte ici. Donc, ça va être un exemple, ça va être clair. À cet exemple ici, x égale à 6, ben, ça va être la classe rouge, et ainsi de suite.
Il y a un cas particulier, ça permet de faire pas mal de simplification. Quand on a le plus proche voisin, si on prend la formulation du plus proche voisin, comme on avait vu tantôt, là, la distance, ça devient un volume en haute dimension, ça revient au même. En fait. Donc, on regarde la vraisemblance ici. Donc, K, c'est le km plus proche voisin de la même classe. V, c'est la distance, le volume d'une espèce de sphère qui englobe les plus proches voisins. Et en utilisant la règle de Bayes, on se rappelle, c'est que je fais ça, la vraisemblance. Je vais essayer peut-être de redessiner ça. Ça ici. Je multiplie par l'a priori ici. Donc, si je multiplie tout ça ensemble, donc il y a ce morceau ici. Je peux m'amuser aussi à P de X ici. Donc, si je développe, je mets ça ici, je mets le N, I sur N, ça c'est égal à ça, et ainsi de suite. Je mets tout ça ensemble, et il va me rester que ça ici normalement. Ça, c'est le fun en fait, parce que ça, c'est en train de simplement me dire, ben, j'ai le droit de compter. Je regarde combien il y a d'éléments de classe I dans les cas plus proches voisins. Puis je vais prendre la classe dominante dans les cas plus proches voisins ici. Donc ça, c'est un aspect vraiment important, intéressant plutôt. C'est que la règle de Bayes ici, elle me dit j'ai le droit de faire du cas plus proche voisin. Le cas plus proche voisin, en d'autres mots, ce n'est pas du tout un algorithme ad hoc, ce n'est pas du tout un algorithme complètement broche à foin ou inventé qui n'est pas de fondement dans la mathématique. Ça, c'est en train de carrément nous dire que oui, c'est directement lié à la fonction, à la règle de Bayes ici. Donc, c'est justifié mathématiquement, on a le droit de faire du cas plus proche voisin ici. Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, on a simplement à calculer les cas plus proches voisins ici. On regarde et on fait simplement compter, on prend la classe la plus probable, celle qui arrive le plus souvent dans les cas plus proches voisins ici. Donc, c'est ça justifie, approxime, ça justifie la règle de Bayes, justifie la règle de KPP ici. Après, dans tout ce qu'on a vu, que ce soit par histogramme, que ce soit par même cas plus proche voisin aussi, il y a toujours un paramètre qui est un peu qu'il faut choisir. En fait, il y a le K pour les KNN et à la taille de la boîte qu'il faut choisir. Il y a quelque chose qui peut être délicat aussi, comme on l'avait vu tantôt. Puisque je vais avoir des boîtes petites, puisque je vais commencer à avoir un phénomène de surapprentissage, d'overfit. De sous-lissage, je vais avoir quelque chose d'assez irrégulier, je vais avoir des escaliers qui sautent très vite. À l'inverse, si je prends des boîtes ou des cas qui sont très larges, ben, je vais avoir quelque chose de très grossier, très surlissé, en fait. Ou même sous-appris. Puis en d'autres mots aussi, je vais avoir besoin de plus d'exemples aussi. Puis là-dessus, il n'y a pas trop de recettes magiques. En fait, on va regarder à K égale à... On va tester différentes valeurs de K ou différentes valeurs de H. Donc, en général, on en teste quelques-unes. Puis, on fait une validation croisée comme ça. On va tester quel est le K ou quel est le H qui donne le meilleur score possible. Donc, par exemple, je regarde à H égale à 1. Ça, c'est fonction discriminante ici. Ça va me donner une certaine erreur de classification. Donc là, je regarde toutes mes classes, je fais mes validations croisées là-dessus, etc. Ça va me donner, je ne sais pas, peut-être 65% d'erreurs, de bonnes classifications. Ici, peut-être ça va me donner 75% de bonnes classifications. Puis ça, c'est peut-être du surapprentissage, je vais avoir 35 peut-être, j'ai aucune idée là, 35% de bonnes classifications. Donc, on regarde, c'est quoi les validations, avec la validation croisée, là, qu'est-ce qui est le plus intéressant ici? C'est ça, donc toutes ces méthodes qu'on avait vues, les méthodes non paramétriques, les avantages des méthodes non paramétriques, c'est que ça va être capable de modéliser des fonctions de forme inconnue.
Donc ça, c'est très, très utile. En général, c'est dur de faire des assumptions, des hypothèses de forme. Donc ça, c'est vraiment un aspect intéressant ici. Le désavantage, par contre, c'est qu'on va devoir avoir besoin de garder en mémoire absolument toutes les données ou d'avoir un mécanisme qui va avoir toutes les données en banque. Et je pense au cas plus proche voisin, on n'a pas le choix de passer tous les plus proches voisins. Pour trouver les 5 premiers, on n'a pas le choix de passer tous les points pour savoir où sont les 5 premiers. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, il y a un aspect, c'est assez gourmand en calcul. Et l'autre désavantage, c'est qu'on a besoin de calculer une métrique de distance. C'est un peu comme si c'était 2 synonymes. On a besoin d'avoir une notion de distance ici. Si on a des chiffres ou des points en 2D, ça va. Mais dès qu'on parle d'image ou de son, c'est quoi la distance entre 2 sons? Ben, ça, c'est peut-être moins évident. Mais c'est ça, il y a cette question-là qui se pose, qui n'est pas forcément évidente d'application en application ici. Claire pour tout ce qui est classification? Classification ou estimation? Parfait. Bon, des fois, je remarque des pouces qui se lèvent. Je me demande quand les cours en classe vont recommencer, il n'y a plus trop la notion de pouces ou ça va être, à moins qu'on fasse comme ça dans la classe, mais ça peut être curieux. Mais ouais, ça va être gros de confère. Donc voilà, on a vu, si je fais un recap, comment estimer, comment tracer les courbes bleues pour estimer les probabilités. Là, cette deuxième heure, on a un peu abordé on a vu comment utiliser ces courbes bleues-là pour faire la classification. Là, maintenant, on va voir comment utiliser ces courbes bleues-là, les probabilités, pour faire de la régression. C'est un peu le même principe, mais ce n'est pas exactement la même application. Donc, tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, c'est comment récupérer à partir d'une certaine donnée. Ben, on va se construire des courbes bleues. Tout ça, c'est pour avoir des probabilités. Donc, on se casse la tête, tout ça, là, pour avoir cette fameuse courbe ici. Cette courbe, si elle est en plusieurs dimensions, ben, ça va être quelque chose qui va être quelque chose en deux dimensions. Ça va être des montagnes en 2D, ça va être juste un profil en 1D, en 3D, ça va être autre chose. C'est tout ce qu'on fait ça, c'est pour calculer les probabilités. Et pour faire des régressions, donc là, on prend la même formule de régression comme on l'avait vu dans les autres cours. On va supposer que la fonction, enfin la valeur qu'on est en train de régresser, ça provient toujours d'une banque de données. En fait. Dans une banque de données d'entraînement, on a toujours quelques features avec une valeur connue. C'est-à-dire qu'on est capable d'établir un lien entre une valeur, c'est comme c'était Y égale à f de x ici. Il nous faut un peu d'y, il nous faut un peu de x pour savoir comment tracer la fonction f. Dans les cours passés, on avait plein de points comme ça. Donc avant, on avait supposé soit un polynôme, soit différentes sortes de fonctions. C'est qu'on supposait une forme que ça obéisse soit à une parabole, soit à une cubique. On faisait des suppositions de forme avant. Là, maintenant, on va supposer absolument zéro forme, absolument aucune forme. Donc, on peut avoir une fonction qui peut passer dans quelque chose qui n'a rien à voir avec une parabole, qui n'a rien à voir avec une cubique, qui n'a rien à voir on n'a aucune forme a priori ici. Par contre, il nous faut toujours un peu de x et un peu de y aussi pour faire nos apprentissages ici. Dans cette slide-là, le y, là, c'est un r. C'est qu'il nous faut un peu de r ici. Donc, on suppose que les données d'apprentissage, elles proviennent d'une certaine fonction de forme inconnue. Dans le cours passé, on avait vu que ça peut être un polynôme, une parabole ou une cubique. Là, maintenant, on ne fait aucune supposition de forme. Ça peut vraiment prendre la forme que l'on veut, plus un petit peu de bruit, plus un petit peu de bruit ici. Donc ça va nous donner ce qu'on va pouvoir observer. C'est-à-dire que dans nos données d'entraînement, c'est la forme inconnue, la courbe bleue inconnue, plus un petit peu de bruit ici. Donc tout ça, c'est ça. Il n'y a pas de forme connue ici. C'est pour ça qu'on n'a pas de polynôme ici. Donc l'idée, c'est un peu comme on l'avait vu tantôt avec des boîtes. On va essayer de se faire des moyennes dans des boîtes ici pour estimer un peu les valeurs de R ici. Donc ça, il y a plusieurs façons de le faire.
On va repasser un peu exactement comme on avait vu pour les densités d'estimation. Une avec des boîtes, des histogrammes. Et quand on va faire quand on va faire pas des classifications, des histogrammes, mais quand on va faire des régressions, on appelle ça un régressogramme. Ça, c'est des vocabulaires comme ça un peu curieux, mais c'est pour faire des histogrammes et pour utiliser pour faire de la régression ici. C'est quoi en anglais? En anglais, ça va être un regressogramme. Ça va être la même chose. Ok. Un seul M. Ça, quand j'écris avec ce stylo, avec la souris, c'est comme si... ouais, c'est comme des écritures de médecin, là. C'est juste impossible à comprendre. Ordonnance. Et, ouais, en fait, c'est même, il n'a rien à voir avec le cours, mais je me suis même posé la question aujourd'hui. Enfin, c'est rare qu'on utilise aujourd'hui vraiment un papier crayon. On écrit tous des emails avec un clavier, on fait plein de. Enfin, le clavier est très, très présent. Mais le fait d'écrire, c'est comme si moi, quand je me remets même à écrire, je m'excuse, mais c'est ça. Même si j'écrivais un beau papier, un beau crayon, c'est écrit comme un cochon. Je me demande même si on écrit tellement peu aujourd'hui papier crayon, je ne sais même pas si dans les petites écoles, on apprend encore c'était encore des lignes de A et des lignes de B, des lignes de C. C'est comme un concept qui commence à être de moins en moins pertinent. C'est encore très présent. Ouais, j'imagine, non? Mais après, je ne sais pas, à plus de 40 ans, dans mon cas, ça fait des écritures qui n'ont aucun sens. De temps en temps, il faut faire des rappels des lignes d'écriture. Mais ça dépend dans quel milieu, là. Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai, non? Ça dépend dans quel milieu. C'est vrai que le médecin, lui, il écrit beaucoup ses prescriptions. Je crois que c'est pas vrai, non? Les médecins, ils sont de plus en plus au clavier, mais ceux qui font les médecins de famille, peut-être sur un bout de papier, plus t'écris, en fait, ouais, bonne question. Plus t'écris, plus que ça t'écrit plus comme pas bon, ou en fait, c'est le cas des médecins, mais ou alors au contraire, non, plus tu vas être maître d'école et tu vas mieux écrire, mieux t'appliquer. Ouais, je divague. Régressogramme. On va s'amuser à faire une moyenne. Oups. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On va s'amuser à faire une moyenne dans les bins. Donc là, on avait tout à l'heure les boîtes. Donc, dans le cas d'un histogramme, pareil, on va se faire des boîtes comme on avait tantôt. Puis on va compter tous les points qui sont à l'intérieur ici. Ça, c'était les features qu'on avait. Donc à x égale à 0,4, on avait r est égal à 0, à peu près 1. À x égale, donc ça, c'est-à-dire que ça, c'est nos données d'entraînement. Donc à x est égal à 0,4. On avait dit que r est égal à quoi? À peu près 1. X est égal à 0, je ne sais pas, pas 3 déciles, c'est 0,7, lui. R est égal à 1,1 peut-être. Puis lui à 0,8. X est égal à 1,9 peut-être. Voilà. Si je fais la moyenne de tout ça, donc après il y a d'autres points ici, on les voit, ils sont ici les autres points. Donc maintenant, ce que je fais la moyenne seulement dans cette boîte ici. Ben, la moyenne ici, ça va être 1,1. Je vais tracer ma ligne ici, 1,5. Pardon. Là, ensuite, je bouge ma boîte. Là, il n'y a qu'un seul point, 0,6. Bon, ben, ma fonction ici de régression là, va être 0,6. Et je continue ainsi. Donc, je vais continuer. Après, la troisième boîte, ça va être celle-là. Ici, il y a juste un point, la moyenne. La moyenne de ces deux-là, ça va être ça. Ça, cette équation-là, c'est une équation un peu fancy, mais simplement pour dire que je fais la moyenne dans une boîte. Donc, ça, c'est la version mathématique. Donc, il y a un langage mathématique à voir. Pareil, une valeur qui fait égal à 0,1. Mais tout ça, c'est simplement pour dire que je suis en train de compter, de faire une moyenne dans chacune des boîtes ici. Donc là, la différence ici, c'est que j'ai une boîte qui bouge. La prochaine boîte, elle va être ici. La prochaine boîte, elle va être ici. Je calcule la moyenne. Boîte, calcule la moyenne. Boîte, calcule la moyenne, et ainsi de suite. Donc, un autre exemple ici. Si je prends h égale à 6, donc j'ai une immense boîte. Je fais la moyenne de tous les points à l'intérieur. Ben, ça va être une ligne ici qui passe un peu au milieu, là, un point. Deuxième boîte. Donc là, je déborde, c'est pas grave. Je peux faire ma moyenne de tous ces points-là, c'est 1,2. J'ai des boîtes plus petites.
Donc, de 0 à 3 ici. Je calcule la moyenne, ça me donne 0,2 de tous ces points-là. Je bouge ma boîte, la moyenne de 0,2 et ainsi de suite. Je fais des boîtes plus serrées. Enfin, vous avez compris le principe, je pense. Hein? Donc, ça, c'est comme l'équivalent des classifications avec les histogrammes. Donc là, on laisse faire des histogrammes puis faire mes classifications. Mais là, je fais des histogrammes, je fais la moyenne. Ça me permet de me donner la fonction de régression ici. Et comme on l'avait vu aussi avec l'histogramme, c'est quelque chose de pas très le fun. Là. Ça fait des espèces de boîtes bien carrées. C'est pas très le fun. C'est-à-dire que dans la régression, on va avoir des jumps de données. C'est moins le fun. On peut s'amuser aussi à faire des régressions par lissage. Donc ça, c'est comme on avait vu dans la classification. C'est comme si au lieu de faire des boîtes avec des frontières fixes, là, on fait une boîte qui va glisser. On va faire une boîte qui va bouger au fur et à mesure dans l'axe des X. Donc ça, c'est un peu la version mathématique. C'est tout ça pour dire que je suis en train de faire une moyenne dans une boîte qui va glisser. C'est des boîtes qui sont centrées sur un certain point ici, X ici, que je retrouve ici. En d'autres mots, toute cette équation-là, c'est simplement pour dire la même chose. Je fais une moyenne, mais sur une boîte qui bouge, c'est ça que ça veut dire. Donc, je fais une boîte. Si je veux calculer la régression à cette valeur-là, ben, je fais la moyenne dans toute cette boîte-là. C'est quelque chose qui va bouger comme ça. Okay? Donc, comme on l'avait tantôt, je fais des boîtes de 6. La différence, c'est qu'elle va bouger. Donc, je vais avoir des jumps un peu plus obéissants à mes données. On va dire quelque chose qui va être plus, pas obéissant, mais plus fidèle à mes données ici. Mais ça reste toujours des dents de scie. Il y a toujours des... Ça a l'air de rien, mais cette animation-là, ça m'a mis... j'ai quasiment passé 1 heure à essayer de faire ces animations pour pas que ça aille dans tous les sens ou que ça aille exactement là où je voulais. C'est fou, des fois, le nombre d'heures qu'on peut passer pour des choses qui durent 3 secondes. Mais moi, je me dis, après, ça vous aide à vous. Enfin, c'est ça, pour l'aspect pédagogique, ça peut aider. J'aime bien passer du temps. Enfin, je veux m'assurer que l'enseignement, le concept passe. Bon, surtout, dites-moi si ça ne passe pas. Ce que je voulais montrer aussi ici, c'est que puisque je vais avoir des boîtes larges versus des boîtes plus serrées, ben, je vais avoir quelque chose qui va être qui va épouser un peu plus mes données ici. Donc ça aussi, même comme la classification aussi, il y a un concept, tu sais faire attention. Donc là, je vais avoir du underfit versus du overfit tranquillement ici. Je vais avoir un surapprentissage ici versus un sous-apprentissage ici. Donc ça, il y a un juste milieu à déterminer ici. Donc, dans la suite des choses ici, on peut imaginer, on avait vu, c'est ça, avec des histogrammes. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé un résogramme. On avait vu aussi avec des lissages ici. Donc ça, c'était comme si c'était des boîtes qui bougent. Là. Ça, c'est, versus avant, on avait des boîtes qui ne bougeaient pas. Et là, maintenant, on va voir par noyau ici. Donc, au lieu d'avoir des boîtes, c'est une gaussienne qui va bouger ici. Donc, exactement comme on avait vu dans la toute première heure, sauf qu'au lieu d'utiliser ça pour la classification, on va utiliser ça pour de la régression ici. Donc, ça, c'est la même formule mathématique que tantôt. C'est simplement pour dire qu'on est en train d'additionner des gaussiennes ensemble ici. Ça va nous donner une fonction de régression ici. Ça, c'est un petit rappel de la fonction gaussienne ici. On peut l'imaginer à plusieurs dimensions aussi. Si on reste à une dimension, ça va ressembler à ça. Si j'ai des fenêtres ici, des gaussiennes qui sont à largeur 1, des gaussiennes ici qui sont à largeur plus serrée ici. Puis ici, ça va être même pire.
Donc là, on voit il y a quelque chose qui est vraiment sous-appris, pardon, à quelque chose qui est, ça me paraît être un bon compromis versus lui qui est très, très drastique quasiment. On a même l'impression de revoir les points carrés ici. Ça dépend vraiment, encore une fois, de l'application. Là, on voit une fonction qui passe ici, ben, elle va avoir des points qui vont générer pas mal d'erreurs ici. Versus les erreurs ici, ben, elles sont plus petites. Donc, ça dépend vraiment, vraiment de l'application qu'on veut se donner ici. Et ça, toujours, on va faire une validation croisée. On va essayer de s'amuser à voir c'est quoi les erreurs de classification, ce genre de choses. Des erreurs de régression, pardon, dans ce cas-ci, ou des erreurs de classification dans le cas de classification. Donc, même concept que tantôt ici. Ici, on va voir underfit. On va avoir tendance plutôt à faire des overfits ici. Voilà, ça vaut même la peine que je l'écris. Claire? Claire, régression? Donc, même histoire. Quand on va faire des haches ou des cas ou ce genre de choses, on va regarder toujours un peu phénomène de surapprentissage, phénomène de sous-apprentissage ici. Donc, exactement la même histoire que pour voilà, moyenne pour la régression ici. Donc, c'est un peu les mêmes. Donc, dans le cas de la classification, on fait de la régression. Dans le cas on fait de la validation croisée, pardon. Dans le cas de la régression, on va s'amuser à garder des erreurs. On va faire la somme ce on avait les données R, moins la G de X ici. On peut s'amuser à faire des sommes au carré. On va regarder c'est quoi celle qui va générer le moins d'erreurs possible ici. Les avantages, on va un peu avoir les mêmes avantages. Donc, ça. Donc, on va être capable de faire des régressions sur des formes complètement inconnues. C'est pareil, on va devoir avoir besoin de modéliser tous de garder en mémoire tous les points et ce genre de choses. Même histoire, on va avoir besoin d'une notion de distance. Donc, ça dépend vraiment des applications qu'on va avoir besoin. Claire? Donc, tout ce qui était classification, régression à cette dernière heure ici. Cool. Parfait. Donc, c'est ça. Ça conclut ce cours. Ça conclut un peu tout ce que c'était des méthodes paramétriques et non paramétriques, surtout aujourd'hui. Oui, Vanessa? Oui, j'aurais une question par rapport aux méthodes non paramétriques. Si Non on va dire, paramétriques. voilà, ouais. Si on va dire, je suis très paresseux et j'ai beaucoup de temps et que ça me tente pas de trouver la distribution sous-jacente à un groupe de données, est-ce que je peux juste directement penser à la méthode non paramétrique ou c'est pas aussi simple que ça? Ah, c'est pas aussi simple que ça pour différentes raisons. C'est ça, on ne fait pas tellement non plus un cours de computer science, on est en informatique, en ingénierie informatique. Et dans les problèmes d'ingénieur, c'est vrai, non, pas seulement pour l'informatique, mais absolument tout projet. On a des contraintes de temps, de budget, toutes sortes de contraintes de ce genre-là. Et donc, si on avait un temps infini et un budget infini, pas de problème. Tu utilises les méthodes non paramétriques, ça sonne assez sexy, en fait. Pourquoi pas? Mais dans la vraie vie, on n'a pas le nombre de serveurs ou de temps de calcul. Dès qu'on utilise des machine learning en général, moi, je pense j'ai un étudiant au doctorat ou à la maîtrise, pardon. Et lui, donc là, on est un peu embêté parce qu'on a, par exemple, là, ce temps-ci, on a un deadline, on doit rendre un article scientifique là-dessus. Et le deadline est à peu près dans une semaine. Donc là, son calcul, son apprentissage machine, il prend à peu près 7 jours et demi. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut oublier cette méthode-là, il faut embarquer sur une autre façon de faire. Donc, il y a des contraintes comme ça qui t'empêchent d'être dans un monde idéal. Et souvent, c'est souvent ça, le temps ici. Le budget, en fait, c'est ça. Le budget peut être soit en temps, en dollars, c'est très limitant. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Dans un monde idéal, moi, j'aime bien ces méthodes-là. Mais on n'habite pas un monde idéal. Parfait, merci.
Oussama avait une question aussi? Oui, moi, j'ai une petite question, c'est un peu hors sujet, mais c'est proche de la question de celle de Benassar. D'après tout ce qu'on a déjà vu, les méthodes et tout, paramétriques, non paramétriques, moi j'ai déjà travaillé avec les réseaux de neurones, donc vu qu'ils calculent tout automatiquement, les métriques, les dimensions, donc quand est-ce qu'on est censé d'appliquer ces méthodes qu'on a déjà vues dans dans le vrai travail? Donc, il y a plusieurs choses. Ouais. Les méthodes par réseau de neurones, on peut le voir un peu comme une méthode non paramétrique. Tu n'as aucune supposition de forme. Tu peux avoir des fonctions dans absolument tous les sens. Donc, en fait, les réseaux de neurones, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont trouver une fonction qui n'a aucune a priori de forme ici. La différence, on va voir dans le cours de réseau de neurones les prochains cours. Mais les réseaux de neurones, comme je te dis, comme par exemple Pierre-Luc, par exemple, justement, lui, il faisait un réseau de neurones, ça prenait 7,5 jours pour faire son calcul avec des réseaux de neurones. Ouais, ouais, ça prend du temps. Donc là, tu n'utilises pas des réseaux de neurones. Ok. Et ouais, donc tu as des contraintes comme ça qui peuvent exister. Des réseaux de neurones, c'est pas non plus vrai que ça fait tout de façon automatique, il n'y a rien à faire, c'est totalement faux. Ça, il faut calculer c'est quoi le nombre de couches, c'est comment les réseaux de convolution, c'est quoi la forme des filtres, il n'y a rien d'automatique. Dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Donc, ouais, c'est ça. C'est très important de ne pas avoir des réseaux de neurones comme une solution miracle. En fait, il y a des gros désavantages et des gros avantages. Il faut être conscient des deux. Ces méthodes-là, des méthodes de forme inconnue, ça arrive quasiment tout le temps. C'est pour ça que les méthodes non paramétriques, on aime bien. Le problème d'ingénieur, ça dépasse le cadre du cours. C'est vraiment par l'expérience qu'on apprend.